Bonjour, bonsoir, salam alaikum, Azul Filawan, marhaba bikoum, microscope. Donc, de ce soir, on va revenir à la crise franco-algérienne. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette crise? Je rappelle que dans un nouvel épisode, dans les tensions entre Paris et Alger, alors que depuis plusieurs mois, la France pointe du doigt le manque de collaboration d'Alger sur les plans migratoires et sécuritaires. Les incarcérations de Boualem Sansal et du journaliste Christophe Blaise se sont ajoutées à ce sujet ou à ce thème de discorde entre les deux pays. Emmanuel Macron a donc décidé cette semaine de hausser le ton face aux autorités algériennes avec une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou pour appeler justement le gouvernement à plus de fermeté à l'encontre de l'Algérie. La réponse algérienne, bien sûr, n'a pas tardé à venir dans une lettre pareille, dans un communiqué donc du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a apporté via donc ce communiqué des éléments de réponse à la lettre de Macron, Emmanuel Macron, mais aussi aux explications fournies à ce jour même au un chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France. Donc voilà, nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités parce que les réactions continuent donc à arriver. Les débats, surtout en France, se sont enclenchés par rapport à cette crise et ces réactions. Avec nous ce soir pour en parler, Gamal Abina, analyste politique. Abina, bonsoir. 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 Merci Gamal Abina. Avec nous aussi Issa Mohamed Mziane Rahmoun, universitaire et militant des droits de l'homme, responsable aussi au sein de Riposte Internationale. Monsieur Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs. Merci. Gamal Abina, peut-être une première réaction par rapport à cette crise qui continue à provoquer énormément de débats, surtout ici en France, contrairement à l'Algérie. Mais bon, nous allons revenir à ce point. Une réaction par rapport au fait que M. Macron ait engagé un bras de fer, c'est bien ça? Oui. Simplement, je pense qu'il y a une surenchère actuellement de la France, malheureusement. Ils emboîtent le pas à Rotaillot. Ça annonce beaucoup de choses. D'abord, ça annonce une radicalisation de la position, peut-être pour une négociation future. Ça annonce certainement des frustrations liées au fait que l'Algérie signe des contrats avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec évidemment l'Italie, ce qui doit certainement enrager certains décideurs en France qui avaient le sentiment qu'ils pouvaient peut-être bénéficier du soutien européen. Et puis surtout, ça annonce avec une accélération d'un discours un peu offensif, le fait que la rentrée sociale va être difficile. Ségolène Royal s'est exprimé là-dessus, effectivement, où il y a un détournement d'attention, alors que la rentrée risque d'être extrêmement tendue dans la mesure où il y a des lois qui sont en train de passer, il y a un resserrement de la politique budgétaire, il y a une austérité annoncée, il y a une réduction des aides en général sur le plan social. Donc tous ces éléments-là contribuent à créer un climat de tension interne en France. Et quel meilleur moyen pour détourner l'attention que de parler des problèmes extérieurs qui sont en vérité très marginaux. Pourquoi justement on voudrait bien entendre, écouter Ségolène Royal Abina, mais pas les autres? Parce que Ségolène Royal produit une analyse intéressante dans la mesure où elle explique effectivement que d'abord, ceux qui sont aux commandes actuellement ne sont pas légitimes, ils n'ont pas gagné les élections. Il faut rappeler quand même que Rotaillot fait partie des grands perdants des législatives et qu'il a été placé de force. Ensuite, il y a un gouvernement de coalition, enfin de cohabitation, on peut le dire, puisque Rotaillot n'est pas macroniste. Donc il y a une façon de forcer un petit peu la main de Macron qui, lui, a des visées électorales pour 2026-2027 et qui a besoin d'avoir au moins un soutien de la droite, d'une droite quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour espérer réduire la casse par rapport à son parti Renaissance. Donc écoutez Royal, oui, écoutez De Villepin, oui, écoutez les radicaux, non, parce que les radicaux ont une posture dogmatique et qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, ça fait des mois qu'ils nous rabâchent des histoires à dormir debout sur l'histoire de Sansal et sur les histoires d'OQTF, qui sont très à la marge. La vraie problématique aujourd'hui, c'est la question mémorielle qui n'a pas été réglée, c'est les questions économiques qui n'ont pas été honnêtes de la part de la France, puisqu'elle n'a pas vraiment investi l'Algérie dans un partenariat stratégique, mais simplement, elle a vu l'Algérie comme un grand marché dans lequel elle pouvait déverser ses produits manufacturés. Aujourd'hui, la donne est en train de changer, ça pose problème. Donc la radicalisation de la droite dure, de l'extrême droite, qui a toujours été traditionnelle, et d'un président qui manifestement a du mal à prendre position par rapport à ce mouvement-là, est un vrai problème.
Oh, mais, sérieusement, Gamal Abina, vous continuez à croire que le problème est uniquement avec Rotaillot? Non, non, je vous dis que c'est global. Il n'y a pas que Rotaillot. Il y a une droite, une extrême droite, une poussée de la part de ces mouvements radicaux qui, on le voit dans les élections, il faut être très clair. Je veux dire, quand on a 35% en faveur de Le Pen, quand on a une droite qui se radicalise, quand on a un discours dans les médias privés d'extrême droite qui ne parlent que de façon obsessionnelle que de l'Algérie du matin au soir, je veux bien tout entendre. J'ai fait quelques médias français. On voit bien qu'il y a un vrai problème et il ne faut pas rêver. Je veux dire, je veux bien imaginer que, soi-disant, la France serait la blanche colombe et qu'elle n'a rien à se reprocher, mais ce n'est pas le cas. La France est en difficulté économique chronique, ne s'en sort pas, et le principe du bouc émissaire joue à plein. La problématique n'est pas algérienne. Les Algériens ne font que répondre à ce qui est dit en France, et pas le contraire. J'en veux pour preuve, quand on remet en cause des accords internationaux sur la circulation des diplomates, il faut se poser des bonnes questions. Quand on fait des histoires aux voyageurs algériens qui arrivent d'Algérie pour les contrôler, spécialement eux, et j'en faisais partie, quand on retarde les vols d'avion, enfin, il y a tout un tas de dispositifs comme ça très coercitifs qui sont mis en place. Je veux bien tout entendre, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une offensive réellement d'extrême droite et de droite dure française. Et la droite dure est aux commandes aujourd'hui. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Certains pensent que Emmanuel Macron, avec cette sortie, justement, cette lettre envoyée à Bayrou, est parti beaucoup plus loin que Retailleau, dans la mesure où il a même appelé ses partenaires européens justement à mettre fin à ces visas, etc., dans l'espace Schengen, surtout pour les diplomates. Ben, premièrement, la lettre, c'est vrai quand vous la... Premièrement, l'émission d'avant-hier, j'ai parlé même de communiquer, tellement il y avait l'intention que tout le monde sache la lettre. En fait, c'est vrai que c'est une lettre adressée à son Premier ministre, qui par ailleurs, c'est le ministre le plus impopulaire, peut-être de la Ve République, mais n'empêche que tout le monde le savait, je pense le 6 même. Donc, il y avait une volonté pratiquement de faire un effet sur les deux populations des deux rives, et bien évidemment, c'est un acte politique. Toutefois, est-ce que cette lettre est très, je dirais, virulente, etc. La dernière fois, dans votre émission, j'ai dit qu'il y avait trop de conditions, c'était au conditionnel. D'ailleurs, même l'article 47, qui a été donc... Alors, je le lis. Je vous invite également à activer des dispositions que nous avons élaborées en janvier 2024 dans le cadre de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Son article 47, dont j'ai souhaité l'aboutissement, donc c'est à l'initiative même d'Emmanuel Macron, a créé un levier visa réadmission national qui permet de refuser, les visas de court séjour aux détenteurs de passeports de service diplomatique, tout comme les visas de long séjour, etc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment définitif. D'ailleurs, quand vous allez lire toute cette lettre, il y a toujours des conditions, il y a toujours des appels. Donc, réellement, je ne vois pas toute cette surenchère, premièrement. Deuxièmement, en appelant la collaboration européenne, je doute très fort que les pays européens vont tous le suivre. Peut-être qu'il y aura des pays qui vont le suivre, mais pas tous. Est-ce que l'Italie va suivre Macron dans cette initiative? Eh ben, c'est certainement qu'il y a des accords, surtout sur les visas court séjour, parce qu'on parle de Schengen. Mais est-ce qu'ils vont le suivre dans cette démarche? Est-ce que Macron n'est pas en train d'aller dans un terrain qu'il ne va pas maîtriser? C'est pour ça qu'il faut un tout petit peu être calme. Et surtout, par contre, ce qui est, et vous avez raison, quand on lit le premier passage, compte tenu des difficultés croissantes que nous rencontrons en matière migratoire et sécuritaire avec l'Algérie, je souhaite que vous puissiez prendre des décisions supplémentaires. C'est-à-dire, il avalise ce qui a été déjà fait, il attend plus. Donc, si vous voulez, tout simplement, il est en train d'aller dans le durcissement. Et bien sûr, ce n'est pas à cet instant qu'on pourrait savoir tout ce qui va se passer. Maintenant, il y a la réaction du ministère des Affaires étrangères algérien. Il y a, voilà, parce que Macron parle de suspendre les accords de 2013, alors que le ministère des Affaires algérien, tout simplement, annonce l'annulation définitive, pas uniquement la suspension. Donc, si vous voulez, la réaction aussi de la diplomatie algérienne est allée tout simplement pour répondre d'une manière un peu plus, je dirais, ils ont aussi un peu plus de temps que par rapport à ces accords. Maintenant, les jours à venir, on va voir de quoi il en est. Toutefois, j'aimerais alerter votre attention sur un fait que l'extrême droite est en manœuvre pas uniquement en France. C'est un peu partout en Europe, et pas en Europe, même en Amérique. Oui.
Je peux continuer? Oui, allez-y. Donc, l'extrême droite est à la manœuvre un peu partout, que ce soit dans les pays nord-américains ou sud-américains, que ce soit en Europe, etc. J'ai qualifié même les tendances algériennes d'extrême droite. Donc, il y a une volonté, je dirais, il y a des actions tout simplement un peu partout dans le monde pour extrémiser les régimes et les États. Et la France n'est pas épargnée. Et malheureusement, parce que dans la crise franco-algérienne ou française, c'est les peuples qui ont pâti. Parce que ça n'arrange pas les deux populations, ni les intérêts des deux pays. Et tenant compte des attitudes de l'extrême droite, et surtout souvenons-nous, quand les Juifs étaient la cible privilégiée, maintenant, c'est l'immigration musulmane. Dans le cas français, c'est bien sûr principalement l'immigration algérienne qui va être utilisée bien sûr pour un discours de campagne, mais les conséquences peuvent être dangereuses parce qu'il faudrait bien aussi placer le mot et appeler toujours à la sagesse. Nul ne peut être gagnant dans ce genre de combat. Oui, mais est-ce que, comment vous voulez qu'on parle de la sagesse, monsieur Rahmoul, quand Alger continue justement à dire que le problème est qu'avec l'extrême droite? Là, normalement, la lettre de Macron, l'intervention du Bayrou, etc. Donc là, on a un problème avec la France. C'est clair, bien sûr, c'est tout à fait normal. Il y a l'État français qui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi on peut penser, j'ai toujours dit que effectivement, c'est l'État français. Maintenant, mais ça a été toujours l'État français. Il y a toujours des dissensions entre eux, mais c'est l'État français. Et maintenant, de chercher qui est le coupable dans cette crise, j'ai dit que tous les deux sont coupables. Parce qu'en fait, il y a, qu'on ne le veuille pas, des deux côtés de la Méditerranée, il y a une volonté non d'apaisement, on le remarque, principalement, surtout après la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental. On a vu effectivement une recrudescence des crises. Et ces crises sont allées en crescendo. Et la gestion, surtout par exemple de l'Algérie, de l'affaire Amir Dezet, a été très mauvaise. Et maintenant, chose qui est à signaler, c'est que le dernier communiqué, celui, par exemple, qui est apparu dans la presse, d'ailleurs, on peut le critiquer aussi, il est, je dirais, plus fin. Il y a de la finesse. Donc, c'est dire aussi que peut-être au sein de la diplomatie algérienne, il y a une remise en cause de la façon de communiquer, mais les deux parties doivent être indexées. Parce que, comme j'ai dit, quand il y a des populations et des intérêts en jeu, quand on a envie justement de parler de partenaire à un partenaire, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Ça, c'est, je pense, indiscutable. D'ailleurs, même l'esprit de la lettre de Macron parle de respect mutuel, donc autant le faire. Toutefois, j'aimerais nuancer maintenant à travers cette émission, parce que j'ai beaucoup de critiques aussi par rapport à une ou deux critiques par rapport à la réponse algérienne, et aussi bien évidemment par rapport au contexte, parce que quand même, quand on prend la réponse algérienne, ils ont parlé entre autres, un instant, ils ont parlé entre autres de la Convention européenne des droits de l'homme, chose que j'ai dite la dernière fois, c'est-à-dire tenant compte du nombre de prisonniers d'opinion, des inconnus, dont les noms ne sont pas connus peut-être que par leur famille et ceux qui suivent leur cas. L'exemple des associations, des organisations des droits de l'homme. Je peux vous citer par exemple, est-ce que vous connaissez Mounir Gararia? Non. Est-ce que vous connaissez Hamidouche Djilali? Non, c'est un inconnu, n'est-ce pas? Mais c'est un Algérien. Chebib Bouaziz? Non. Hamzi Lounès? Non. Shelbet Dimanedir, Abdeslam Abdelnour, Azem Hussein, etc., etc. Ils sont nombreux en tout cas. Il y a aussi des femmes, mais telles que Mouknash, mais la majorité, c'est des hommes qui sont en prison. Donc, chose que je conteste surtout, c'est parce que quand on parle de la Convention européenne des droits de l'homme pour indexer effectivement certains comportements de par la France, et notamment certains articles qui peuvent être brandis de cette convention, tels que l'article 6, droit à un procès équitable, l'article 7, pas de peine sans loi, l'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale, l'article 13, droit à un recours effectif, et l'article 14, interdiction de discrimination.
Chose qu'effectivement, ils peuvent être soulevés pour différentes raisons lorsqu'il s'agit de traiter surtout les personnes qui doivent être refoulées. Mais dans cette même convention, ils oublient qu'il y a aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association. Et le régime algérien, on dirait qu'il ferme les yeux sur d'autres articles qui doivent être appliqués même chez lui. Et parce que malheureusement mon pays ne respecte pas les droits de l'homme, et là on peut faire le temps qu'il faut si vous voulez de pouvoir discuter de ce sujet, que pour un pays qui s'est libéré justement du joug colonial, il est vraiment malheureux au jour d'aujourd'hui de trouver dans les prisons algériennes qu'il y a des personnes qui sont détenues injustement. Et de ce fait, le reste, bien sûr, une autre critique pour le communiqué. Le deuxième aussi, celui lorsque le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie a été convoqué jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur de l'immunité et privilèges. Alors, le dernier passage, il y a lieu de rappeler que la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d'aucun avantage de cette même nature. En conséquence, l'action algérienne ainsi décidée vise là également à introduire l'équilibre et la réciprocité dans les relations algéro-françaises globales, etc. Donc, pourquoi je cite cette fin de passage? C'est pour dire que ce qui m'interloque, c'est que les Algériens, effectivement, beaucoup d'Algériens n'ont pas de privilèges. Mais je ne parle pas, bien sûr, du corps diplomatique. Je parle de ceux qui arrivent à avoir des biens mal acquis. Pendant des années, il y a une connivence de la partie française. Et jusqu'à maintenant, beaucoup d'Algériens, la majorité des Algériens, ne savent pas où va l'argent des Algériens. Ça, c'est très malheureux. Donc, il y a des privilégiés, mais ils ne sont pas de nature diplomatique. Ce sont des privilégiés que nous ne connaissons pas, que nous aimerons connaître pour comprendre aussi, si vous voulez, ce qui se passe dans notre propre pays. Merci. Gamal Abela, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, sinon je passe à l'autre question. Simplement, il faut rappeler quand même les différents éléments offensifs de la part de la France. On ne va pas tout mélanger. On a un pays frustré, qui ne va pas bien économiquement, qui a toujours une offensive, toujours une petite cartouche contre l'Algérie. À chaque fois, on le voit revenir. L'extrême droite est très puissante en France aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier, donc le curseur s'est déplacé. Mais ça a commencé sur l'affaire Amir Abouraoui, exfiltré, puis après l'affaire Amir DZ qui vient pour sabrer la relation, puis après l'affaire Sansal qui devient français comme ça par magie en moins de 6 mois, alors qu'il est toujours été algérien, puis l'affaire Daoud qui passe son temps à insulter les Algériens en disant que c'est un peuple de violeurs, il faut le rappeler quand même, rappeler qui est cet homme, et c'est ce même Daoud qui interviewe Macron au Point pour lui faire dire à Macron que l'Algérie vit une rente mémorielle. Rappelons quand même que s'il y a rente mémorielle, c'est que la France l'entretient. Si la France demandait pardon, il n'y aurait plus de rente. Donc c'est bien la France la responsable de ça, qui a eu tout un tas de rapports de force qui ont été mis en place. Le rapport d'humiliation, on parle toujours d'humiliation, comme si dans les relations d'État-État, il y avait un rapport d'humiliation de la part de Rotaillot, qui manifestement cherche l'humiliation. Alors qu'il oublie la même humiliation qu'il y a en Palestine quand ses policiers sont jetés à terre. Là, bizarrement, ça ne le dérange pas. Donc il y a toujours ce rapport malsain. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a un rapport de concurrence. La France, ça se passait très bien comme un type comme Driancourt, ce sombre individu d'extrême droite qui était ambassadeur par 2 fois, à une époque où l'Algérie était très généreuse avec la France et donnait beaucoup d'argent pour acheter de la ferraille française et des biens de consommation. Eh bien, à ce moment-là, ça ne dérangeait pas ce Driancourt, une Algérie qui était corrompue au possible et qui achetait qu'à la France. Et maintenant qu'il y a une diversification de la relation avec d'autres pays, là, ça pose problème. Donc, c'est une question de dignité, c'est une question d'honnêteté, puis c'est une question simplement de rapport de concurrence avec d'autres États. On prend l'exemple tout bête, la France parie sur le Maroc pour le Sahara occidental, ça paraît risqué, effectivement. Est-ce que ça va lui rapporter, c'est autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que les rapports entre l'Algérie et la France ne sont pas bons parce qu'il y a des acteurs qui font pression pour que ça se dégrade. Et je crois que M. Macron, en dépit de tout, quand il a fait un coup de pression sur l'histoire des visas, il s'est fait avoir. L'Algérie a fini par dire, ben voilà, c'est une relation bilatérale, c'est un accord bilatéral, on l'abroge, on n'en parle plus. 2013, à poubelle. Donc ça veut dire que les réactions algériennes sont proportionnées et je pense qu'elles sont intelligentes. Là, il parle beaucoup des accords de 68. Ben, qu'on leur finisse avec ces accords de 68, qu'on leur coupe l'herbe sous le pied pour qu'ils ne puissent plus parler, tout simplement. Merci, Gamal Abela. Nous allons regarder cette vidéo. Comme vous voyez, ça fait des mois que
La France constate avec beaucoup de regrets que l'Algérie ne tient pas ses engagements. La fermeté du président de la République et du gouvernement, c'est pas du tout pour ne pas faire face aux obligations que la République française a, c'est pour exiger que l'Algérie respecte ses obligations. L'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, vous allez y mettre fin formellement dans les prochains jours ? Absolument. Abina, c'est vrai que François Berger, de cette fameuse lettre envoyée par Macron, a tenté quand même d'apaiser un peu la tension entre la France et l'Algérie. Il a dit que voilà, il reste toujours une voie pour aller vers l'apaisement, enfin, il faut se parler, etc., faire respecter les principes de l'accord et de retrouver des relations normales un jour. Non mais qui est cet homme d'abord qui a été élu, qui a été nommé alors qu'il n'a pas gagné, hein, c'est vraiment le dernier des derniers. Qui est cet homme pour parler ? Premier ministre qui n'est pas écouté par son ministre de l'Intérieur, bon c'est intéressant. Premier ministre qui est évanescent, il ne sait pas trop où il va en venir. Puis je ne suis pas d'accord avec vous, hein. Là ce qu'il vient de dire à l'instant est extrêmement offensif. Hein. On va exiger de l'Algérie que, mais c'est quoi ces exigences ? Est-ce que ce monsieur exigerait d'Israël d'arrêter le combat, de massacrer les Palestiniens ? Est-ce qu'il exigerait les États-Unis de ne pas les insulter ? Est-ce qu'il exigerait à l'Angleterre de revoir ses relations avec l'Algérie, par exemple ? Il n'exige rien du tout. Ils sont dans une situation de faiblesse, ils ne reconnaissent pas. Ils voient bien qu'ils n'ont pas pu influencer les pays européens parce que chacun a ses intérêts bien compris. Et il vous dit, je vais exiger. Mais pourquoi tu vas exiger quoi que ce soit ? Il y a quand même des plaisanteries à avoir. La seule exigence qu'il y a à avoir aujourd'hui, c'est que la France reconnaisse ses crimes dans le passé pour apaiser la relation. Ils font tout pour ne pas parler du passé. Comme si ce pays était merveilleux, qu'il n'y avait rien à se reprocher. Il y a des pages glorieuses, effectivement, comme la Révolution française, et puis il y a des pages catastrophiques, honteuses, comme la Seconde Guerre mondiale, on le sait avec la collaboration, mais comme les 132 ans de colonisation, qui sont une barbarie. Et ces gens-là sont à la manœuvre. Je rappelle, pour donner un exemple très concret, que M. Retailleau, pour ne parler que ce monsieur qu'on voit à l'écran actuellement, M. Retailleau, qui a une obsession anti-islam, on a bien compris, il parle du voile, des musulmans, des immigrés, des maghrébins, de tout un tas d'obsessions, de ces lubies, faisait partie d'éthique qui était à l'initiative de la loi pour la reconnaissance des bienfaits de la colonisation de l'Algérie. C'est lui en 2005 qui était à l'initiative de ça. Donc il n'est pas neutre. Et je ne parle même pas de ce monsieur Bayrou dont on connaît sa grande expérience en matière de gifles sur la jeunesse et qui aujourd'hui, parce qu'il a réussi à enfin avoir un rôle en bout de course, hein, un rôle qui ne durera pas, nous explique qu'il y a un rapport de force à établir. Vous savez, les rapports d'État-État, ce n'est pas des rapports de force quand on se respecte, c'est des rapports, s'il y a un peu d'intelligence, de négociation, de discussion, de diplomatie. Et le mot diplomatie est totalement absent des plateaux TV privés, particulièrement des chaînes d'extrême droite, et de plus en plus absent de certains diplomates français qui se croient à l'offensive. Rappelons quand même qu'un ancien diplomate, Driancourt, passe son temps à vomir sur l'Algérie toute sa haine, de façon extraordinaire, et qu'il a rejoint l'extrême droite. Hein. Il faut le rappeler quand même. Donc le curseur à l'extrême droite n'est pas absent. C'est pas pour dire qu'à gauche, il n'y a que des anges, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont appris avec l'Algérie à gauche, mais globalement aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui manœuvre. Et moi, je préfère entendre des vrais gaullistes comme De Villepin qui ont gardé de la droite une haute idée, une haute image, plutôt que des produits fabriqués par Sarkozy qui sont de très basse qualité, mais qui passent leur temps à être dans la provocation. Si la France a un problème avec l'Algérie, c'est qu'elle a un problème avec elle-même, qu'elle n'a pas réparé son problème avec le passé, et que tant qu'elle ne regardera pas son histoire en face, il n'y aura jamais de solution. Et simplement, pour donner un exemple très concret, l'Italie fasciste de Mussolini qui a quand même massacré en Libye avec Graziani et toutes ses troupes. L'Italie fasciste de Mussolini qui a assassiné Omar Mukhtar, un grand leader qui a lutté pendant 20 ans. Eh bien, cette Italie a fini par demander pardon à la Libye et a demandé pardon sous forme en plus de réparation directe, sous forme d'investissement. Elle a demandé pardon à l'Éthiopie, les 2 territoires qu'elle avait occupés. Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps. La France, qui a occupé 6 fois plus longtemps l'Algérie, ne demande pas pardon. Il y a quand même des choses à mettre en place. Je veux bien que ce pays soit merveilleux, c'est le pays des Lumières, mais quand Chirac, en 95, dit « le Veldiv, c'était bien Paris, c'était bien Vichy, c'était bien la France », il a le courage que malheureusement, aujourd'hui, M. Macron n'a pas. Et moi, je pense que c'est dommage, parce qu'il y a des hommes comme De Villepin aujourd'hui qui ont compris. J'avais interpellé une fois Alger De Villepin dans une conférence à la fac de sciences d'Alger, et je lui ai demandé pourquoi la France ne demandait pas pardon. Il n'a pas su répondre, il a eu du mal. Il est resté 12 minutes à essayer de me répondre sans répondre. Et bien, il a fini par dire récemment, oui, la France doit demander pardon. C'est pas compliqué quand même. Une fois que vous dépassez ce problème-là, une fois que vous sortez du dogmatisme et du mépris de classe, et surtout du mépris qu'on appelle vraiment de la condescendance d'État à État, quand vous sortez de ça, tout va pour le mieux. Mais il faut faire cet effort et la France n'est pas prête à le faire. Mais Gamal Abina, pourquoi on ne reproche pas
tout s'est fait au président de la République, à Emmanuel Macron. Pourquoi on passe toujours par... personne ne veut justement dire des choses clairement à Emmanuel Macron. Macron lui-même avait suscité la controverse il y a quelques mois en parlant même de l'histoire officielle algérienne, critique notamment le régime pour son intransigeance. Il a parlé de plusieurs contentieux, Macron, et surtout la rente mémoriale, etc. Mais Monsieur Macron, algérien, on a continué à dire que Macron est l'ami de l'Algérie. On a juste un petit problème avec. Non, ils disent pas l'ami d'Algérie. Ils disent que Macron est l'interlocuteur. C'est pas l'ami. Il faut quand même pas. Il n'y a pas d'amitié dans les États. C'est des relations d'intérêt. Oui, non, mais c'est bon, c'est un grand mot. Mais l'ami, c'est une façon de parler. Mais en réalité, c'est pas des amis. On n'a pas d'amitié avec un État, quel qu'il soit. On a des relations cordiales ou pas. Non, ce qui se passe, c'est que M. Macron a amené du bien et du mal. C'est ça le problème. C'est le fameux en même temps dont on parle tout le temps. Il a été capable de reconnaître le meurtre de Ali Boumendjel. Il a été capable de reconnaître qu'il y a eu des crimes en Algérie. Il a été capable d'aller déposer les fleurs pour le 17 octobre. Donc là, c'est du plus. Le moins, c'est les affluents. Comme Daoud qui le pousse à dire rente mémorielle. Parce que finalement, c'est Kamel Daoud qui parle. Et Kamel Daoud est quelqu'un de détestable, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand vous parlez de tout un tas de dérapages, entre guillemets, c'est parce qu'il y a une pression qui est exercée sur lui avec des gens qui le conseillent. N'oublions jamais qu'un de ses principaux conseillers, c'est quand même, pas Jacques Attali, c'est... j'ai plus son nom. L'ancien conseiller Mitterrand. Oui, c'est Attali, c'est bien ça. Jacques Attali. Jacques Attali qui a un problème avec l'Algérie. C'est un juif rapatrié d'Algérie qui a jamais laissé passer ce contentieux. Donc, il y a des gens qui le conseillent dans un sens ou dans l'autre. Si on prend juste Macron tout seul de départ, il a une bonne volonté. C'est pour ça que l'Algérie considère qu'il faut continuer à parler avec lui. Il a raison. Ensuite, à côté de ça, il y a des gens qui font pression. Donc, c'est vrai que quand ça va pas bien, eh bien, ces pressions fonctionnent. Quand ça va mieux, ces pressions baissent. Mais je pense que l'Algérie a raison de considérer Macron comme un interlocuteur sérieux parce qu'il a montré des signes, pour une fois, de sérieux au démarrage de sa candidature, dès le démarrage, même en 2017, en parlant de crimes contre l'humanité. Et donc, il faut conserver cette discussion avec lui, parce que même dans sa dernière lettre, il n'est pas radical au point on l'imagine. Il y a quand même de la mesure dans ce qu'il dit. Il dit qu'il faut garder la discussion ouverte, il faut arriver sur un terrain de négociation. On est sur quelqu'un qui ne ferme pas la porte, on n'est pas sur du Rotaillot, qui est un véritable dogmatique obsessionnel, et qui ne parle que de ça depuis qu'il est arrivé. Donc, je vous rappelle que Rotaillot, c'est dès sa première parole... Dans ce cas, Gamal Nabina, pourquoi personne, à Alger, bien sûr, n'a répondu à ce volet, justement, ou à cet extrait dans la même lettre, puisqu'on parle de la lettre envoyée pour Beyrouth, dont Emmanuel Macron appelle à des relations efficaces et ambitieuses avec l'Algérie. L'instant, c'est que d'un côté, il souffle le chaud et froid. C'est un peu la discussion à la Trump. C'est un peu du art of deal. C'est-à-dire qu'on pousse un peu le bouchon, puis après on baisse. Je vous rappelle qu'il avait fait la rente mémorielle, ça va empêcher après de discuter avec le président algérien. Donc la problématique n'est pas de savoir si ce qu'il dit est grave. S'il était radical, ce qu'il n'est pas, on ne pourrait pas discuter avec lui. Mais il n'est pas radical. Il a effectivement, pour satisfaire une certaine frange de son mouvement et de son parti, qui sont des radicaux, les Aurore Berger, tous ces gens-là sont des vrais racistes. Hein. Il a ces gens-là à qui il parle. Donc quand il a un discours un peu radical, c'est pour satisfaire cette frange la plus radicale. Et de l'autre côté, il garde la discussion ouverte parce que quand il envoie Jean-Noël Barrot à Alger, tout va pour le mieux. 3 jours plus tard, Rotaillot pose problème. Donc moi, je pense qu'en réalité, ce qui peut arriver de mieux à Macron à la rentrée, c'est qu'il y a une dissolution ou simplement qu'il y a une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement, donc pour se débarrasser des radicaux. Parce que la radicalité, elle n'est pas du côté algérien. Je rappelle tout le temps, jusqu'à présent, tous les communiqués de l'Algérie ont toujours été extrêmement mesurés et ne font que répondre à une offensive française. Ce n'est pas le contraire qui se passe. Hein. N'oublions jamais qu'il est à l'offensive et nous avons un devoir, nous en tant qu'Algériens, de soutenir l'Algérie quoi qu'il en coûte. Merci Gamal Abina. Mohamed Mouziane Rahmoul, allons regarder cette vidéo. Le chef de l'État a parlé de plus de fermeté avec l'Algérie hier. On parle donc d'une décision forte. Comment ça va se traduire sur le plan juridique ? Alors, il appartient au président de la République, à son Premier ministre et à son ministre de l'Intérieur, son ministre des Affaires étrangères, d'évoquer les questions internationales. Ce n'est pas mon ressort désormais, pour avoir beaucoup travaillé sur la question algérienne. Il faut absolument, et je pense que je m'en arrêterai là, que nous puissions retrouver un rapport simple, franc, avec l'Algérie, qui est un immense pays, avec lequel nous avons énormément de liens, mais qui doit être sur pied d'égalité. Et le président de la République a raison, me semble-t-il, de dire au gouvernement qu'un certain nombre de décisions qu'il avait prises, et j'étais témoin de ce fait il y a encore quelques semaines, doivent être appliquées. En ce qui nous concerne, au ministère de la Justice, il y a très peu de choses, puisque c'est essentiellement au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères. Mais nos relations avec l'Algérie, si elles doivent passer par ces difficultés diplomatiques, elles sont malheureusement importantes.
Pourquoi on ne veut pas entendre, écouter ces voix qui appellent à la raison, qui appellent à l'entente, qui appellent aux discussions, au dialogue? Ben justement, il se trouve que du côté français, il y a toujours, je vous ai dit qu'il y a les élections de 2027 qui sont en perspective, et moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura Macron. Pour ma part, je pense qu'il est fini ainsi que la macronerie. Il y aura pas de... Même il n'a rien fait pour que son parti puisse avoir une relève. Par contre, on est en train de voir, et un peu partout en Europe, c'est pratiquement la droite dure, voire l'extrême droite. Dans certains pays, c'est l'extrême droite qui est pratiquement aux commandes. Donc, pour parler d'apaisement, l'extrême droite et les droites dures, ils ont toujours besoin d'un ennemi, tel que la philosophie de Schmitt le suggère, pour qu'on puisse faire des points de fixation. Chose que le régime algérien le fait. Et je ne soutiendrai jamais le régime algérien, je soutiendrai toujours l'Algérie. Je fais une nuance importante entre mon amour pour mon pays et le régime qui a conduit l'Algérie dans la situation actuelle, principalement l'équipe qui a pris le relais depuis 2019. Donc, concernant cette philosophie de la droite qui a besoin des ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, ils sont dans leur élément populiste, faisant des concessions multinationales et au secteur privé, donc le capital, et l'immigration algérienne a été ciblée. Ça, personne ne peut le cacher, parce que les problèmes des OQTF, il y a aussi des Marocains, il y a aussi des Tunisiens, qu'il y a, si vous voulez, de la violence, il y a aussi de la violence d'autres, il y a d'autres immigrations qui commettent aussi de la violence. Toutefois, il ne faut pas oublier que lorsque les Algériens partent dans des barques de fortune, c'est un échec pour le régime algérien. Ceci, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il serait, si nous avons un pays fort, un pays où ses représentants sont légitimes, je pense que quand on a ce genre de crise, la meilleure option à faire, c'est de couper les relations diplomatiques. Quand on a un pays fort, un gouvernement légitime, un pays qui soigne ses enfants, qui ne les envoie pas en prison pour un post Facebook, quand on a ce genre de problème et de crise qui touche effectivement la dignité de tout un pays, et la meilleure réponse, tout simplement, c'est la cession des relations diplomatiques. Mais parce que nous n'avons pas un pays qui, malheureusement, ses dirigeants ont été, souvenez-vous de 2019, le président algérien a été placé par Gaïd Saleh, par l'armée, et après, en 2024, en septembre 2024, c'est un fiasco électoral. Et bien sûr, on ne va pas parler des lois liberticides, etc. Donc, pour ma part, tenons compte effectivement de cette réalité française, et pas uniquement française maintenant, c'est pratiquement, il y a un mouvement mondial d'extrémisation. Nous sommes en train peut-être d'aller même dans des projections telles que les néoconservateurs américains le veulent. C'est la chute, la lutte le choc des civilisations de Tinton. Peut-être que c'est aussi l'un des objectifs, en essayant un tout petit peu de reformuler le monde à travers certains blocs, et bien évidemment, comme les extrêmes droites tiennent l'aspect religieux comme un facteur identitaire, tel que le Rassemblement national qui parle surtout de l'identité chrétienne. Donc, effectivement, les musulmans sont, je dirais, une cible privilégiée, et dans le cas, bien sûr, dans le cas français, c'est l'immigration algérienne. Donc, pour vous dire que appeler à l'apaisement, nous appelons toujours à l'apaisement, parce qu'on ne veut ni de la peste ni du choléra. Nous sommes contre toute forme d'extrémisme, que ce soit ceux des frères musulmans, que ce soit ceux des néofascistes, que ce soit ceux de l'extrême droite, de la droite dure, quelle que soit toute forme où il y a des personnes ou des groupes qui peuvent être à l'origine tout simplement d'un quelconque dysfonctionnement sociétal, nous appelons tout simplement à la vigilance et à l'apaisement. Donc, nous sommes tout simplement dans notre élément parce qu'on croit que seules des relations apaisées d'égal à égal, et bien sûr, dans le cas algérien, à condition qu'il y aura des personnes qui peuvent prendre ce pays, qui sont légitimes et qui peuvent, dans le suivi, ou si vous voulez, en étant le relais de ceux qui ont libéré ce pays, c'est-à-dire que ce sont des personnes de l'envergure de Ben Ramlan, de l'Arbi Ben Mehdi, bien évidemment de Khidab, de Hussein Aït Ahmed, etc., qui avaient un objectif. Ils étaient contre l'impérialisme, ils étaient contre aucune appartenance, aucune influence ni à l'Occident ni à l'Orient. Donc, c'était le principe de l'Algérie algérienne. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que ce rêve, on est en train de le voir? Je ne pense pas.
Et on pourrait en parler, si vous voulez, aussi de ça. Mais comme le sujet d'aujourd'hui se limite, si vous voulez, à la relation franco-algérienne, il y a de part et d'autre des volontés, y compris dans le régime algérien. Il y a à l'intérieur du régime algérien, si vous voulez, un clan ou un groupe qui veut justement que ce problème persiste. Parce qu'aussi, c'est un fonds de commerce aussi pour le régime algérien. Le problème, la crise entre la France et l'Algérie, c'est un fonds de commerce. Il utilise aussi, si vous voulez, la mémoire. Donc, qui ne connaît pas les crimes qui ont été faits par la France coloniale? Qui n'a pas dans sa famille des martyrs et dont il peut parler? Il y en a beaucoup d'Algériens qui peuvent parler des martyrs qu'ils ont dans leur famille ou des liens de sang qu'ils peuvent avoir avec des familles de martyrs. Donc, ceci est un fait, mais il est très utilisé par le régime algérien. Il a été toujours utilisé pratiquement depuis 1962 à ce jour. Il parle aussi de valeurs nationales, il parle aussi de religion. Tout ça, si vous voulez, le régime algérien l'utilise à plein fond. Si vous voulez, c'est une forme de légitimation. Bien sûr, son objectif est d'avoir la population derrière lui. Donc, c'est une forme de propagande, bien évidemment, dans des objectifs de légitimation, une légitimité qu'il n'a pas pu avoir dans les urnes, ni par aucun critère d'autorité. Rappelons que l'autorité, par exemple, selon Max Weber, il faut qu'elle soit, par exemple, rationnelle, donc c'est celle qu'on appelle l'expertise, il faut qu'elle soit, par exemple, charismatique et bien évidemment traditionnelle. L'équipe actuelle, de quelle légitimité peut-elle se targuer? Non, il n'y a aucune légitimité. Encore dans un État démocratique, c'est la légitimité des urnes. Donc, c'est pour se légitimer que ça les arrange, en fait, cette crise, qu'on le veuille ou pas. Et la droite française aussi, l'extrême droite et la droite dure aussi, utilisent les mêmes mécanismes et qui souffrent, qui en pâtissent, c'est l'immigration algérienne, premièrement. Ce sont tous ces Algériens qui espèrent quitter l'Algérie, et quittent avec des barques de fortune, parce que même si maintenant on va voir la suite des événements, à cet instant, c'est pas vraiment où ça va vraiment y aller. On va avoir la suite des événements pour encore faire une analyse. Mais si ça va se corser, ce sont pratiquement ceux qui veulent partir continuer leurs études. Ce sont ceux qui ont des affaires en France. Ce sont aussi notre immigration qui est maintenant aussi, si vous voulez, sous pression et donc qui gagne réellement. Parce que je ne vois pas beaucoup de Français venir se soigner en Algérie. Par contre, il y a beaucoup d'Algériens qui veulent se soigner en France. Certainement qu'il y a des hommes d'affaires en France qui ont des affaires, mais vu les orientations économiques que l'Algérie effectivement a faites dernièrement, je ne pense pas que, franchement, la France pourrait être, si vous voulez, perturbée. Elle a perdu du terrain, c'est clair. Elle a perdu du terrain, pas uniquement en Algérie, mais aussi dans le Sahel, en Afrique en général. Il y a beaucoup de concurrence. Elle essaie de faire des leviers de pression sur l'Algérie pour regagner sa position, chose qui est très difficile au jour d'aujourd'hui. Donc aussi, ceci est un facteur qui fait que la France cogite gauche à droite. Et je tiens juste à mettre entre guillemets quelque chose, puisque Boualem Sansal et Glaise ont été cités. Je tiens juste à rappeler que nous condamnons on aurait aimé qu'il y ait un débat avec Boualem Sansal pour qu'il puisse tout simplement être démonté dans ses propos, tout simplement. Mais pour prendre une personne et le mettre en prison à chaque fois, c'est l'attitude du régime aujourd'hui. Donc, nous sommes entièrement contre et on rejoint notre voix à tous ceux qui appellent, bien sûr, à libérer tous les détenus d'opinion, Cherif Mellel et bien sûr aussi Belrith et Boualem Sansal, bien sûr même Glaise. Parce que quand on voit Madame Dutour se faire expulser de son propre pays en invoquant la loi 18, ceci est un drame. Alors que pourquoi ne pas appliquer la même loi pour Glaise? Et bien sûr, ce procès est un procès qui va, j'espère qui va donner peut-être plus d'informations utiles aux Algériens pour qu'ils puissent avoir un œil objectif sur cette affaire qui a été détenue, rappelons, 1 année, mais personne ne le savait déjà. Pour l'affaire, on pourra en parler une autre fois, bien sûr, je l'espère. Merci, Mohamed Mouziane. Gamal Abina, cette crise, cette tension, je pense que les premières victimes sont les Algériens lambda, les parents, les cousins, les frères qui vont et viennent entre les deux pays. Mais avec l'instauration ou la suspension du visa D, ce qu'on appelle communément le visa D justement, quelle répercussion sur tous ces Algériens?
Il y a une chose, j'ai pas parlé de Glaise pour commencer, il faut clarifier, j'ai parlé de Sansal et Sansal ne mérite absolument aucun égard. Il était avec l'extrême droite française, il a fauté de façon grave, il a insulté le pays en disant qu'il n'existait pas, que c'était rien. Enfin, c'était quand même très loin. C'est pas un petit agitateur qui a écrit un livre qui s'appelle Le village de l'Allemand, dans lequel il disait que le FLN, les Algériens, étaient inspirés par les nazis. Donc je veux bien être gentil. Enfin, en France, on a mis un des plus grands écrivains français, Céline, en prison pour les mêmes raisons. Donc je rappelle quand même quelques éléments factuels. Ensuite, les Algériens qui vont se faire soigner en France vont soigner par les médecins algériens. Quelle ironie. Ça dit des choses. Les haragas, c'est un phénomène massif qu'on voit dans toute l'Afrique, pas seulement en Algérie. Et c'est un phénomène qui est lié effectivement au développement du pays avec des gens qui ne trouvent pas leur compte. Ça arrive, c'est normal. Malheureusement, il y aurait des haragas en France. Il y avait un pays plus riche que la France, mais malheureusement, le haraga français, c'est un SDF. Il reste dans la rue. Ensuite, la question. Alors, convoquer Max Weber par rapport à des idées qu'il aurait eues, donc c'est le théoricien qui a pratiqué effectivement la politique à l'époque de Weimar, c'est oublier que c'est celui qui théorise aussi et qui valide la violence d'État. Donc il faut faire très attention avec ce genre de convocation, un coup des juristes allemands, un coup des politiques, il faut faire très attention à ce que ça a généré. C'est quand même le modèle qui a inspiré la France par la suite. Ensuite, sur la question de mettre les Algériens en difficulté, ça a été évoqué un instant. Alors, ça a été, le collègue a dit une chose sur le plateau. Il a dit que l'Algérie devrait, si c'est un pays fort, donc l'argument de la force, c'est quand même très particulier, parce que le rapport de force internationaux d'État à État, c'est pas ça. Au contraire, c'est un pays qui est légaliste et c'est très bien. Aurait dû couper ses relations diplomatiques avec la France. C'est exactement ce que ce pays responsable ne fait pas, à juste titre et très intelligemment. Je rappelle qu'on a à peu près on estime 4 à 6 millions d'Algériens binationaux ou simplement d'origine algérienne en France. 4 à 6 millions. On a entendu Moussa Darmanin, qui s'appelle plus Moussa aujourd'hui, mais Gérald, c'est en fonction de sa situation politique, qui s'est exprimé parce qu'il est le fils lui-même d'un Algérien qui était un harki. Et donc, il y a toujours une liaison de 25 à 30% de la population française avec l'Algérie, qu'elle soit directe ou indirecte. Mais surtout, si l'État algérien faisait cette erreur stupide de couper la relation avec la France diplomatique, ça nous mettrait en grande difficulté parce que l'État algérien a à cœur le bien-être de ses enfants. Donc, faire en sorte qu'on ne soit pas sanctionné. C'est pour ça que je suis très étonné d'entendre que la meilleure solution serait une rupture. Non, la pire solution serait la rupture et il ne faut pas en arriver là. Et c'est intelligent de la part de l'État algérien de ne pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il sait parler des gens qui ont quand même malgré tout de la mesure et ne parle pas à des gens insignifiants comme M. Rotaillot et toute sa bande. Donc, il faut quand même un petit peu de raison par rapport à ça. Les premiers sanctionnés seraient les Algériens. Alors, il y a des tentatives de Rotaillot qui prétendent ne pas vouloir nous toucher, mais qui, parallèlement à ça, fait des manœuvres pour empêcher, par exemple, l'Algérie d'arriver en France. C'est un de ses plans. Pour empêcher, par exemple, que les Algériens puissent faire leur papier. C'est un autre de ses plans qu'il a mis en place. Pour faire des pressions pour la fermeture, ça a été proposé par Driancourt, des consulats algériens. Tout ça, c'est des attaques vers la population. Ce n'est pas des attaques vers l'État. Donc, je veux bien qu'il critique l'État algérien du matin au soir parce qu'il a une obsession anti-algérienne. Je veux bien que ce paradigme d'extrême droite raciste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? J'ai entendu une définition tout à l'heure qui est très douteuse. Il n'y a pas d'extrême droite en Algérie parce que l'extrême droite se fonde sur un principe d'ultranationalisme raciste, militariste et très ancré dans le catholicisme. Il faut le rappeler. Et donc, il y a une extrême droite en Allemagne qui était très ancrée dans le catholicisme. 85% des nazis étaient catholiques. Ils venaient du sud de l'Allemagne, de la Bavière et surtout d'Autriche. Que les catholiques d'Espagne, du Portugal étaient extrême droite, effectivement, d'Italie, catholique extrême droite, et qu'en Amérique du Sud, ceux qui ont porté l'extrême droite étaient souvent d'obédience catholique, je parle de l'Argentine et j'en passe et des meilleurs. Donc il faut faire attention parce que l'extrême droite, il y a une dimension essentielle qu'on a oubliée, c'est le caractère racialisant, le caractère raciste. Qu'est-ce que le racisme? C'est pas de ne pas aimer son voisin. Non, c'est important. Non, c'est important parce qu'on ne mélange pas les ordres. Non, je veux vraiment préciser. Le racisme, c'est mépriser quelqu'un. Mais je vais répondre à la question. Le racisme, c'est mépriser quelqu'un parce qu'on le croit inférieur racialement et que parce qu'il est inférieur, il mérite d'être sous l'échelle sociale, sous l'échelle raciale. Et donc, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a ce racisme qui existe. Il y a cette idée que nous, les Français, nous sommes supérieurs, je parle des racistes, évidemment, racialement, aux Arabes et aux Algériens. Et donc, cette question qui se pose, c'est pas seulement de toucher l'État. Ils ont un problème avec les OQTF, ils ont un problème avec les Algériens qui vivent en France, ils ont un problème avec les sans-papiers, avec ceux qui ont les papiers, avec ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les étudiants. C'est vraiment une obsession anti-algérienne. Il faut vraiment rester focalisé sur l'idée que la France a perdu, il y a 63 ans, sa guerre en Algérie, elle a perdu son empire colonial. C'est ça qui ne passe pas. Alors, il faut arrêter de dire que l'Algérie utiliserait soi-disant cette histoire parce que pendant le Hirak, je le rappelle quand même, les figures qui sortaient pendant le Hirak, c'est les figures des gens de la Révolution, c'est des Ali Lapointe, c'est tout un tas de grands révolutionnaires qui sont mis en avant et qui sont l'histoire algérienne. Il n'y a pas besoin de manipuler pour que le peuple algérien ait conscience qu'il y a un traitement par rapport à cette histoire inégalitaire de la France. C'est une évidence. Donc, il faut faire très attention à ces termes. Il faut arrêter de tomber dans le piège de dire d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a des dirigeants politiques français qui ne sont pas à la hauteur de leur peuple.
Merci. Vous ne m'avez pas répondu à la question des VZD, les Algériens lambda qui sont coincés et qui seront coincés encore davantage. Nous allons écouter je pense que c'est M. Tebboune. Voilà. Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président. Abina, s'il vous plaît, en 30 secondes, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un sommet Tebboune-Macron pour régler tout ça? Moi, je l'appelle mes deux, je ne le cache pas. Je pense que l'ouverture, elle est toujours là au rendez-vous, que ce soit du côté Macron ou du côté Tebboune, parce que je rappelle quand même qu'il y a encore 2 ans, ils s'entendaient très très bien et qu'il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Donc je pense qu'on va, j'espère du moins, qu'on va en arriver enfin à une rencontre de ces 2 présidents pour en finir avec toutes ces manœuvres politiciennes. Merci. Mohamed Amziane, un dernier mot, s'il vous plaît. Rapidement. Je vais répondre, j'aurais aimé prendre plus de paroles. Premièrement, effectivement, c'est des médecins algériens à l'étranger qui soignent des médecins algériens. C'est la fuite des cerveaux, c'est parce qu'ils ne vivent pas très bien chez eux. Ils ne sont pas bien valorisés. Ça, c'est premièrement. Pour la violence de l'État, l'État algérien, enfin le régime algérien a fait beaucoup de violence contre sa propre population, qu'on soit bien d'accord. Et Max Weber est un grand sociologue, c'est un intellectuel, comme je peux citer aussi, c'est dans certains cas, je peux citer Machiavel pour comprendre la raison d'État. J'ai dit, pour faire une nuance, parce que là, il faut bien nuancer, si l'Algérie était un État fort et légitime, j'ai dit légitime, issu des urnes, etc., peut-être qu'il aurait mieux couper tout simplement les relations diplomatiques comme il l'a fait avec le Maroc. S'il était fort, mais il n'est ni fort ni légitime. Pour ce qui est de l'extrême droite, il faut comprendre que ça, c'est intellectuel. Il faut comprendre comment marche l'extrême droite. Il n'y a pas que le racisme qui peut la faire mouvoir. Il y a aussi le passisme religieux, l'ultranationalisme, l'Algérie là, et bien évidemment sa politique du secteur privé, et bien évidemment sa vente aux multinationales, chose que même l'Italie fait. Pour ce qui est du slogan, effectivement, dans le Hirak, mais ces slogans ont été jetés pour le régime algérien. Ya'li ba'ouha, vous l'avez vendu. Et ce n'est pas pour la France, mais c'est pour le régime algérien. Donc, il faut contextualiser. Et pour la rente mémorielle, comme j'ai dit, chacun de nous a quelque chose dans la guerre de libération nationale. Et ce n'est pas au régime algérien d'instrumentaliser le sacrifice des dignes enfants algériens morts pendant la guerre de libération nationale. Merci Mohamed Amziane Rahmoun, merci Gamal Abina, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain.